nous parlons des femmes, de la tradition et de la modernité. Écartelées, quelles sont ces dames à chercher leur marque, alors que la société elle-même ne les y aide pas beaucoup. Avec nos invités du jour, nous revenons sur ce sujet et nous les recevons ensemble. Sophie Françoise Yaplibouk, bonjour madame. Bonjour Lady. Merci d'être venue sur notre plateau. Vous êtes romancière, rien que de dire le mot comme ça. Je suis en état de grâce. Merci pour votre visite sur notre plateau. Et avec nous, j'ai envie de faire un roulement de tambour, monsieur Gaston Kelman, bonjour. Bonjour. Si je dis seulement que vous êtes écrivain, allons-nous nous fâcher? Non, vraiment, c'est la seule valeur dont je me reconnais aujourd'hui et j'en suis presque flatté quand on ose me dire que je suis écrivain. Bon, alors vous avez plusieurs, non pas casquettes, mais bérets. Merci Gaston de venir nous parler. Je ne suis pas raciste, bien que bourguignon, je mets le béret. Ben voyons. Et vous mangez toujours du manioc? Oh, joker. Joker. Vous êtes romancière, Sophie Françoise, et vous avez à votre actif ceux de ces ouvrages que nous montrons à notre caméra, Le trouble en héritage, Les couloirs du bonheur, et puis, aidez-moi. Au cœur de la vie. Au cœur de la vie. Il en manque un là, Le dévoilement du silence. Le dévoilement 2010, du silence. Oui. Et peut-être quelque chose bientôt. Vous êtes de passage à Paris, vous étiez au Salon du Livre. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu être présents, tant pis pour eux, mais tant mieux parce qu'ils regardent cette émission. Vous allez, au cours de cette discussion, peut-être puiser dans la matière qui est celle de vos ouvrages pour nourrir cela, mais nous allons laisser le soin à M. Gaston Kelman de nous donner son point de vue d'entrée dans ce thème-là, entre modernité et tradition, où les femmes doivent-elles pouvoir se mettre désormais? Oui, en fait, c'est le thème récurrent de la littérature africaine, parce qu'en fait, nous y sommes, mais on n'en est pas encore sorti entre ce qui était notre tradition, c'est-à-dire notre mode de vie, et cette modernité qui est arrivée essentiellement avec la colonisation. On a eu No Longer Tease, Thing Fall Apart, le pauvre Christ de Bomba pour revenir au Cameroun, ou encore la grande aventure ambiguë de Tchèque Hamidou Khan. On a eu toute cette littérature-là qui dénonçait ce malaise, en fait, qui mettait le doigt sur ce malaise-là, et ce mal-être qu'a créé cette rencontre. Et puis petit à petit, et c'est l'angle que Sophie prend, on commence à avoir la sérénité, petit à petit, notamment du point de vue de la femme, du point de vue des enfants, du point de vue de la société en général, on commence à avoir un peu plus de sérénité à gérer les deux appartenances dont nous sommes aujourd'hui. Alors, on va vous retourner la question. Madame la romancière, comment faites-vous? Trouvez-vous vos marques aujourd'hui, au XXIe siècle, entre tradition et modernité? La juste mesure entre tradition et modernité, je pense que nous avons en Afrique des traditions qu'il faudrait préserver. Et nous avons en Occident des éléments qu'il faudrait puiser pour enrichir notre tradition. C'est un peu là le sujet des couloirs du bonheur, parce qu'on est véritablement, on nage entre la tradition et la modernité. Un exemple de ce que je pense qu'il faudrait préserver, je l'appelle dans les couloirs du bonheur la cabane du passant. Il y a longtemps, dans notre Afrique, lorsque quelqu'un allait d'un point à un autre, il pouvait, en passant à travers des pistes, s'arrêter n'importe où, parce qu'il allait trouver un endroit où s'asseoir, parce qu'il allait trouver de l'eau à boire et éventuellement des bananes ou des arachides. C'était peut-être une femme à épouser, sait-on jamais. Bon, je ne suis pas allée jusque-là. Épouser, Gaston, on a dit épouser. C'est ce que j'ai dit. À épouser, non pas... Voilà, donc il y avait cela et c'était bien pour tout le monde, tous les passants, tout le monde. Il y avait cette hospitalité, il y avait cette manière d'accueillir des gens qui fait que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait préserver. Au lieu de vendre de l'eau, au lieu de... Et vous voyez, quand mes personnages arrivent en ville pour la première fois et qu'ils ont soif, et qu'ils demandent de l'eau et qu'on leur dise qu'ici l'eau se vend, et des bananes aussi. C'est surprenant pour quelqu'un qui... a vu autour de lui que les bananes, les arachides, l'eau, le bâton de manioc, c'était gratuit. Les couloirs du bonheur, c'était donc le bon vieux temps, ce que vous nous contez là, oui. Aux éditions L'Harmattan, collection Femmes et Savoir, ça n'est pas rien. Je voudrais, si vous êtes d'accord, vous proposer de regarder en image un extrait d'un entretien avec une dame, ce qui est elle sur le terrain, c'est au Cameroun, pour ne pas vous perdre d'ailleurs, c'est au Cameroun, voilà une réalité qui n'est peut-être pas romancée, la situation des femmes, l'implication des femmes en faveur d'autres femmes, oui. Et peut-être en fond d'écran la volonté des pouvoirs publics. On regarde ceci, à tout de suite. Depuis ce matin, nous avons tous assisté, n'est-ce pas, aux activités
que les femmes mènent au quotidien. Les activités génératrices de revenus qui participent de la lutte contre la pauvreté, qui participent, n'est-ce pas, de la manière de venir ou de subvenir aux besoins des familles. Bon, généralement, bon, tout le monde sait que c'est l'homme qui est le chef de famille. Mais chez nous en Afrique, ce n'est pas toujours l'homme, n'est-ce pas, qui intervient quant à ce qui est de la satisfaction du petit besoin. Donc de plus en plus, en accord avec l'OMD numéro 3, n'est-ce pas, qui traite de l'autonomisation des femmes, n'est-ce pas, voudrait que les femmes cherchent davantage, s'il faut me répéter, à se rendre autonomes en s'impliquant, n'est-ce pas, dans les petits travaux comme ça qui sont de nature à leur permettre d'avoir des petits gains et de se libérer du joug, n'est-ce pas, du partenariat, n'est-ce pas, de la dépendance, je voudrais dire. Voilà. Et la tendance aussi aujourd'hui, c'est de créer, de multiplier, n'est-ce pas, comment on dit, les petites entreprises, hein. On reviendra sur la suite de cet élément vidéo. Je voudrais vous laisser réagir à ce que vous avez entendu. Commentaire. Ben, je pense que souvent, on se trompe en pensant que c'est aujourd'hui que la femme essaie de s'autonomiser. Je pense qu'il y a peut-être eu un creux à un moment donné, mais la femme, dans nos pays, le pays Bassa que je connais mieux que les autres, était d'une autonomie absolue. C'est-à-dire que la femme, parfois, même ramenait à la maison plus que son mari à travers ses champs. Le mari débroussaillait le champ, mais c'est la femme qui était vraiment le pilier du foyer par rapport, en termes de revenus. Et c'est quand les denrées commercialisables du genre cacao, café sont venues, que l'homme est rentré aussi dans le domaine du champ. Mais sinon, le champ était vraiment essentiellement en pays Bassa, hein, était essentiellement, ce qui n'est peut-être pas le cas en pays bamliké, le champ était essentiellement le domaine de la femme. Et parfois même, il y avait ce qu'on appelait le soul. Elle avait tellement gagné qu'à la fin de la récolte, elle donnait quelque chose à son mari, elle lui achetait quelque chose de précieux. Plus tard, ce sera un vélo ou un fusil ou un nangbekei, c'est-à-dire un lit en fer qui était quelque chose de très important à l'époque. Donc, quand même, c'est là que le danger se trouve parfois, de penser que la femme traditionnelle était en marge de la société. Elle était le fondement, le pilier de la maison. Alors, vos réactions à ce qui a été dit et vu. Tout de suite après Gaston Kelman qu'à l'heure de la modernité, l'épanouissement, l'intégration de la femme dans la société passe aussi par la scolarisation. Ce n'est plus la femme qui fait des petits métiers, ce n'est plus la femme qui est la dernière, la femme qui est à la traîne. Mais je dis aujourd'hui, lorsque la femme a la possibilité d'aller à l'école, il faut bien qu'elle s'accroche, il faut bien qu'elle aille jusqu'au bout. On remarque encore des déperditions scolaires. Là, c'est peut-être l'enseignante qui va parler, parce que quand vous regardez les classes du 6e, il y a plus de filles que de garçons. Et quand vous regardez les classes de terminale, on se demande où sont passées les filles. Diluées dans la nature. Diluées dans la nature, déperditions scolaires. Elles ont disparu, elles sont passées on ne sait où. Donc à l'heure de la modernité, il faudrait bien que les femmes, les filles, sachent que leur épanouissement passe nécessairement par la scolarisation. Alors la scolarisation, certes, sauf que quand une femme, une maman voudrait que sa fille aille vraiment à l'école, quelquefois, c'est en vendant 2-3 beignets qu'elle va fabriquer elle-même, qu'elle va peut-être pouvoir financer cela. Mais papa, on peut s'interroger sur les activités génératrices de revenus, ainsi que cela a été expliqué dans l'élément. C'est très bien ces activités génératrices de revenus. Pour dire, je n'ai rien contre. Nos mamans, en réalité, c'est par cela, c'est par ces activités-là qu'elles nous envoyaient à l'école. Mais nous qui sommes allés à l'école, ce n'est pas par ces activités que nous envoyons nos enfants à l'école. Et du moment qu'on peut les soutenir, qu'on peut travailler nous-mêmes et avoir des revenus suffisants pour envoyer nos enfants à l'école, nous appelons nos filles, puisqu'il s'agit d'elles. Ce sont les femmes de demain, à s'accrocher de manière à ce que on puisse parler, elles aiment parler d'égalité aujourd'hui, mais je pense que sur le plan scolaire, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence entre l'intelligence de filles et l'intelligence de garçons. Mais est-ce que l'enseignante que vous êtes, est-ce que vous êtes en contact avec les parents, les mamans notamment, parce que finalement, et on le verra dans la suite de ce magnéto, elles font ce qu'elles peuvent encore une fois pour pouvoir assurer leur autonomie à elles, mais pas seulement la leur, en filigrane celle de leurs enfants et notamment celle de leurs filles. Est-ce que vous êtes en contact avec ces mamans-là? On parle de tradition, voilà, des femmes en plein 21e siècle qui vivent comme si le 21e siècle n'était pas encore là.
En relation directe avec ces femmes, non. Quelques-unes, peut-être dans la famille, celles que je connais, dans le voisinage, mais en relation directe comme cela, non. Mais Gaston disait quelque chose tout à l'heure. Ces mamans-là, qui font des petits métiers pour envoyer leurs enfants à l'école, elles ne sont pas soutenues par les hommes des fois? Est-ce qu'il y a... je ne peux pas parler de démission de l'homme. C'est vrai que la femme prend les devants pour assurer l'éducation de son enfant, pour assurer l'instruction même de son enfant, mais je pense qu'elle devrait être soutenue. Elle devrait, mais l'est-elle? Voilà la grande question. Je pense vraiment que alors ne pensons pas, constatons tout de même. Quand une femme s'en va au marché, enfin je sais que quand une femme s'en va au marché, c'est d'un commun accord avec le mari. Parfois c'est le mari qui, parce qu'il a... Oui, absolument. Ah oui, ma mère a vendu du poisson toute sa vie, j'en sais quelque chose. C'était avec l'accord de mon père. Mon père avait son travail. Non, non, c'est pas vrai. C'est l'idéal. Non, c'est pas vrai. Vous ne pensez quand même pas que quand une femme est au marché, et puis regardez les métiers de l'informel aujourd'hui, l'homme est aussi à 100% dans l'informel. Je veux dire, le taux d'informel de la femme n'est pas supérieur au taux d'informel de l'homme. Sauf que l'homme, ce sera le bensikin, la boucherie ou des petites choses comme ça. Et la femme, ce sera le poisson. Ah non, je ne sais pas si vendre le poisson ou bien le macabre, c'est une tâche ingrate. Je ne sais pas si le benskin, c'est une tâche valorisante. Et par contre, aller au ministère dans lequel madame travaille, de l'éducation, je n'imagine pas, je ne pense pas qu'il y ait plus de profs hommes que femmes. Ça, je peux parier, surtout dans ce métier-là. Dans la santé, il n'y a pas de sages-hommes, il n'y a que des sages-femmes d'ailleurs. Des métiers que les femmes sont accaparées. Il n'y a pas de sages-hommes, il n'y a pas de sages-hommes. Et quand, par exemple, vous allez même dans les bureaux du ministère, que je connais un tout petit peu, le taux de femmes n'est pas inférieur au taux d'hommes. Il serait important de revenir sur leur salaire. Un travail égal, salaire égal. Ça n'est pas le nombre. Au Japon, nous, France, nous chipotons, n'est-ce pas, que de vouloir qu'elles gagnent de l'argent autant que les hommes, peut-être. Mais là, je dirais, par contre, au niveau du Cameroun, il n'y a pas de distinction. Salaire de femme, salaire d'homme. Moi, je suis inspecteur pédagogique national de français et je ne pense pas avoir un seul sou de moins que l'inspecteur pédagogique national de français qui a le même indice que moi. On gagne exactement le même salaire. Merci, on retourne sur le terrain pour écouter la suite de ce qui se fait. Je rappelle que ces dames sont à la capitale, à Yaoundé, elles ne sont pas en zone rurale et pourtant on entend et on constate comment elles procèdent. Mais on se heurte à un certain nombre d'obstacles. Vous avez constaté comme moi que tous les travaux depuis le matin, à partir de la transformation du cacao, du beurre des fèves de cacao en huile, en beurre, de la transformation du manioc en ceci ou en cela, de la teinture des draps, des pailles, tout est fait à base des mains, tout est fait manuellement. C'est fastidieux, ça épuise, ça fait même en sorte que la production reste à un stade minimal. Donc, c'est même pas facilement qu'on peut produire pour vendre véritablement, ou alors encore moins pour importer. Donc, on est à ce niveau-là. Il faut, n'est-ce pas, chercher ou espérer obtenir, n'est-ce pas, des partenaires. Peut-être ça peut arriver un jour, sait-on jamais. Bon, et davantage, nous cherchons à impliquer les hommes, parce que seules les femmes ne peuvent pas véritablement atteindre leur but. Et c'est le cri, n'est-ce pas, que nous voulons lancer, l'appel que nous lançons, pour que dans le cadre de notre association, et même de la société civile tout entière, que nous soyons, n'est-ce pas, des partenaires, les hommes et les femmes, nous soyons partenaires. Merci à Madame Ngoyap, épouse Jane 2, ainsi que vous l'avez vu, si vous avez déjà envie de faire du partenariat, écrivez-nous, Lady vous écoute, @telesud.com. Alors, c'est cadeau pour vous, on appelle les hommes à mettre la main à la pâte, et puis on parle aussi de la nécessité de la mécanisation, parce que les tâches sont tout simplement harassantes. C'est véritablement harassant, hein. Du matin jusqu'au soir, se mettre à faire ces petits... Et je pense à quelque chose. Peut-être que l'épanouissement pourrait passer aussi par le rassemblement. Est-ce qu'il est dit qu'on pourrait vraiment, la femme pourrait vraiment se développer en travaillant toute seule, comme dans un vase clos? Je pense au champ communautaire, je pense à une association qui permettrait de mettre un peu ensemble les efforts de ces femmes-là. Et peut-être qu'en mettant ces efforts ensemble et les hommes aidant avec la mécanisation, ce serait peut-être une ouverture, quelque chose qui permettra à la femme de gagner plus et de souffrir moins.
Alors, entre modernité et tradition, ce à quoi vous faites allusion, c'est ce qui se faisait déjà. Par exemple, pour aller cultiver son champ, on n'y allait pas toute seule, on y allait tout ensemble, chacune le champ, les unes. Il y avait même le youm, comme on appelait le youm en pays basque. On se mettait ensemble pour un champ lundi, un deuxième champ mardi, un troisième champ mercredi. C'était les femmes qui faisaient ça. C'était les hommes qui faisaient. Moi, j'ai fait le youm. Moi, j'ai vu les femmes faire. Moi, j'ai fait le youm de Maé. Moi, j'ai pas fait, mais j'ai vu les femmes faire. Alors, le fait que dans le Maïto, on entend, il faut que les hommes aussi se mêlent de cela, parce que nous disions tout à l'heure qu'il y a une pesanteur sociale. Ça n'est pas que la situation des femmes seulement qui vont travailler à la main, qui vont se courber toute la sainte journée durant, qui vont faire comme elles peuvent, qui des petits beignets. Tout cela est bien beau, mais elle voulait parler d'ailleurs d'exportation. Ne peut-on pas sortir de cette dimension artisanale et espérer tant pour les femmes que la société tout entière et même le pays, l'économie du pays, que cela puisse être accompagné et pris en compte? Cela se fait déjà d'ailleurs. Moi, je pense que c'est vraiment une dichotomie artificielle que de dire il y a la femme de son côté, l'homme de l'autre, et que c'est la femme qui est dans l'informel misérabiliste. Bon, si les Nana Benz vous entendez, je vous assure qu'elles sauteraient au plafond, puisque dans les pays comme le Togo ou le Bénin, les Nana Benz aujourd'hui, c'est elles qui vont aider les hommes, entre guillemets, si on peut parler ainsi. Et je pense que même au Cameroun, bon, il y a des femmes, il y a une collectivisation aujourd'hui. Vous allez en pays bicoque, par exemple, vous trouvez beaucoup de femmes qui ont des collectivités pour le manioc, justement. Elles envoient énormément de bâtons de manioc ici. Elles envoient de la farine de manioc. Vous allez dans n'importe quel marché aujourd'hui. Quand vous voyez fabriquer au Cameroun, ce n'est pas les hommes, c'est des femmes qui ont déjà des machines, c'est des femmes qui ont déjà un outil. Qui est-ce qui a le tiroir caisse? Mais c'est la femme, bien entendu. Allez donc arracher un centime à une femme camerounaise. Elle vous arrache les yeux à la place. Alors, madame, monsieur nous dit que tout va bien et je n'ai pas dit que tout va bien, j'ai dit que tout est en bonne voie. Allez donc dire au Ben Sikiner qu'il est plus heureux que la femme qui teint ses wax, quoi. Moi, je ne le dirais pas, Lady. J'ai plutôt envie de demander pourquoi une association de femmes d'un côté et une association d'hommes de l'autre côté. S'il faut travailler ensemble, pourquoi ne pas avoir dans cette association de femmes qui font le manioc, la transformation du manioc, que ce soit une association hommes et femmes? Parce que c'est vrai. Et que feraient les hommes d'ailleurs dans une telle association? Mais ils travailleraient comme tout le monde. À quoi? À la transformation. Je ne vois pas beaucoup de marins pêcheurs femmes non plus. Hein. Très bien, ça veut dire qu'il y a encore des métiers réservé pour les femmes. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Métier pour femmes, faire la cuisine. Les meilleurs chefs sont des hommes. Mais alors, pourquoi un homme ne ferait donc pas la transformation de manioc? Les hommes rentrent en cuisine quand on va avoir une étoile. Mais si c'est pour le quotidien, il ne faut pas l'espérer. Je ne pense pas que l'on puisse le dire avec la société actuelle, honnêtement. Moi, je vais à la cuisine autant de fois que je peux le faire, sans me sentir... Il y en a qui ont de la chance. C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. De toute façon, au Cameroun, ce n'est pas tous les jours qu'un monsieur rentre de son travail et va à la cuisine pour aider son épouse. Même si elle vient du travail aussi, nous savons que le monsieur va regarder la télé pendant que la femme va s'apprêter à manger. Et pour le moment, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est tradition ou c'est modernité. Ici aussi, ici aussi, je vous assure. Le jeune mari qui 25 ans, chérie, il est à côté parce qu'il veut à tout prix la toucher toutes les 30 secondes. Et puis le mec de 50 balais qui lit Le Monde et puis boit son apéritif pendant que la femme est en train de faire la cuisine. En lui demandant de se dépêcher. En lui demandant de se dépêcher. Monsieur Dupont dira à sa femme de se dépêcher. Monsieur McMahon aux États-Unis fera exactement la même chose. Et quand il demande de se dépêcher... Et après, il faudra qu'elle fasse le linge d'ailleurs. Et quand il demande de se dépêcher, c'est bon signe parce qu'il n'a pas mangé ailleurs. Parce que s'il ne dit rien et qu'il ne demande à personne de se dépêcher, c'est que le problème a été résolu. Cette affaire-là. Je confirme. Alors, pour qui écrivez-vous, Sophie Françoise? Le trouble en héritage, je le rappelle à ceux qui prennent l'émission en retard, ça n'est pas bien. C'est du lundi au vendredi à 11h30. Le trouble en héritage, au cœur de la vie, les couloirs du bonheur. À qui adressez-vous tout cela? C'est vrai qu'en écrivant, c'est toute la société. J'ai pensé à la société camerounaise d'abord, et puis j'ai pensé à la société africaine. Et en voyageant un peu, je me suis rendu compte que les problèmes dont il est question dans le trouble en héritage, au cœur de la vie, dans le dévoilement du silence, ne sont pas particuliers au Cameroun, ne sont pas particuliers à l'Afrique. Je m'adresse donc à un lecteur universel. Est-ce qu'il existe le lecteur universel, Gaston Kellmann? Vous qui avez à votre actif tellement de livres que je n'ai pas pu les avoir tous sur le plateau. Oui. De toute façon, quand on aime, on ne compte pas. Bon, en fait, il y a un lecteur universel. Évidemment, toute littérature s'ancre
sur un paysage, sur un espace. Il prend son modèle sur un espace, quand on écrit sur le Cameroun, tout, mais les valeurs sont universelles. Je veux dire, quand vous parlez d'amour, quand vous parlez de communication, quand vous parlez de travail et tout, ben vous vous adressez à l'univers tout entier. Même si ce n'est pas leur modèle, ils y trouvent quelque chose, je veux dire. Et donc, autant le livre s'inscrit, est le miroir d'un espace bien défini, qui peut être le Cameroun, qui peut être le pays Bamileke, le pays Bassa, qui peut être la Cochinchine ou bien le Katmandou, autant quel que soit le lecteur, il peut se retrouver là-dedans parce que les valeurs qu'on décrit sont universelles. Ou alors parce qu'il découvre aussi un univers qui est différent du sien. Mais les valeurs, vraiment, j'insiste là-dessus, quand j'entends à quel point ce mot est galvaudé, les valeurs françaises, les valeurs du coin, les valeurs de ceci. Les valeurs bourguignonnes. Les valeurs bourguignonnes, nous encore on en a, on peut s'en vanter, nous les bourguignons. Quand j'entends les gens dire nos valeurs, mais la valeur, j'ai défini dans un de mes livres ce que j'entendais par culture, tradition et valeur. La valeur, c'est ce qui me permet de vivre avec l'autre, en respectant l'autre. La culture est essentiellement égoïste. C'est ce qui me donne les outils d'avoir ma place. Et les traditions, c'est ce qui me met en harmonie avec un environnement physique, c'est-à-dire que le type qui est au bord de la mer aura les traditions de la mer, celui qui est sur le terrain aura les traditions de la terre, et celui qui est en montagne aura les traditions de la montagne. Pour l'un, ce seront les sirènes comme ces divinités, pour l'autre, ce seront les elfes, tout ce qu'on veut. Et par contre, la valeur, c'est ce qui me permet de vivre avec l'autre en communiquant et en le reconnaissant comme un élément de liberté et qui a droit à son espace vital. Et donc vraiment les mêmes, ne volent pas, ne tuent pas, c'est les 10 commandements, qu'on retrouve exactement les mêmes en Pays Bassa. Encore qu'il ait des communautés où voler, c'est du doigté. Alors... Oui, c'est du doigté, mais après, même ces communautés-là, quand vous n'avez pas le bon doigté pour faire le tout finga qu'il faut, si on vous attrape, vous êtes puni. Peut-on se dessaisir, se débarrasser de ce clivage tradition-modernité? Arrive-t-on, pensez-vous, et on va en revenir aux femmes, pensez-vous qu'il soit possible à un moment de vivre tout simplement comme l'on veut, sans que la tradition comme cela nous happe, ou nous prenne en otage, ou nous prenne en flagrant délit de trop de modernité, peut-être? Je ne pense pas. Pour revenir à ce que disait Gaston tout à l'heure par rapport à l'enracinement dans sa propre culture, je pense qu'on a besoin d'être enraciné d'abord quelque part avant de s'ouvrir au monde. Et ça veut dire que la femme, dans son environnement, elle a une tradition qui est la sienne avant de voir comment sortir ou peut-être comment tendre la main à d'autres traditions. Parce que se couper complètement de son milieu, c'est devenir végétatif. On ne pourra véritablement s'accrocher à rien lorsqu'on ne sera pas d'abord dans sa propre tradition. Mais alors, se couper de son milieu, si, pour autant qu'on n'a jamais été enraciné à ce milieu-là, parce qu'en fonction de l'endroit où l'on est, ma foi, peut-être que le milieu d'origine, peut-être que le sac de manioc est resté au village. Quelle est la valeur de l'origine, justement? Je pense que c'est là que, vraiment, juste un petit mot, Sophie, c'est là qu'il faut faire très, très, très attention. Un gamin d'origine, je veux dire qu'un gamin d'origine portugaise qui naîtrait au fin fond de l'Angola a toutes les chances d'avoir des traditions angolaises. Exactement. Parce que c'est son espace qui définit sa tradition, ce ne sont pas ses origines. Un enfant camerounais qui naît en France, son papa peut lui transmettre certains éléments de sa culture, mais son espace d'enracinement est tout bêtement la région parisienne ou bordelaise. Alors, une dernière question. Est-ce que la tradition, la modernité, n'est-ce pas autrement plus compliqué pour les femmes que ça ne l'est pour les hommes, à vos avis respectifs? Honneur à la dame. Tradition, modernité, de toute évidence, c'est compliqué pour les hommes, pour les femmes, hein, parce que d'une manière générale, l'homme est jaloux de sa liberté, de son autonomie, de son autorité. On ne va pas lâcher ce qu'on a. Donc, d'une manière générale, l'homme voudrait quand même confiner la femme à un certain rôle. Même si je reconnais que de plus en plus, il y en a qui laissent les femmes s'épanouir, sortir de ce rôle de cuisinière ou de femme qui garde les enfants pour s'ouvrir un peu au monde. Mais il y a toujours ce petit contrôle-là, parce qu'on se dit, en la laissant trop partir, on n'est pas sûr de la rattraper encore. Est-ce que ce sont les hommes qui laissent les femmes s'épanouir, ou est-ce que c'est les femmes qui s'épanouissent et puis tant pis, tant mieux? Je veux dire, le dominant ne lâchera jamais le dominé. C'est clair. Dans les sociétés matriarcales, la femme ne laisse pas l'homme non plus. Bon, peut-être qu'il y en a pas autant que la société Vous en parlez avec une certaine nostalgie, Gaston. Oui, un peu quand même. C'est vrai, il fut un temps, mais hélas. Donc je pense que la femme, vraiment aujourd'hui, la femme, elle a conquis
des espaces énormes et selon les pays. D'ailleurs, parfois là où on pense, madame nous disait tout à l'heure qu'au Cameroun, le salaire, par exemple, la question ne se pose pas du salaire homme-femme. Alors qu'il se pose en France. Pour autant que les femmes ont un emploi rémunéré. Je ne suis même pas sûr que les femmes sont plus au chômage au Cameroun que les hommes. Le taux de chômage, je ne suis pas certain. Savez-vous pourquoi? Mais parce qu'une femme qui n'a pas un emploi solennel, formel, va créer son emploi, on va appeler cela... va créer son ben sikin, il va créer son petit truc. Et puis l'emploi, c'est l'emploi. C'est pas parce qu'on a créé un emploi qui n'est pas valorisable. Allez le dire, on en a ben, je continue à vous dire. Allez le dire, on en a ben. Et vous allez voir. Alors, entre tradition et modernité, il faut donc pouvoir tout faire, être une femme orchestre, faire tout, non pas de ses 2, mais de ses 10 paires de bras. Et Shiva, viens nous voir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous avez votre dernier ouvrage, Sophie Françoise, Les couloirs du bonheur aux éditions Femmes et Savoir. C'est chez l'Harmattan. Nous recommandons cela bien sûr à tous nos téléspectateurs et revenez nous voir souvent. Merci à vous Gaston pour la mise en relation. Avec plaisir. Merci beaucoup.